Nous irons au palais présidentiel où s'est tenu ce jeudi un conseil des ministres. Ce conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi et de décrets. Le premier congrès africain du palmier à huile ouvert le lundi dernier a pris fin ce jeudi. Ce congrès avait pour thème l'huile de palme, enjeux et perspectives de développement en Afrique et dans le monde. Au Mali, les médiateurs qui travaillent à un cessez-le-feu entre le gouvernement malien et les rebelles Touaregs ont quitté Ouagadougou. Objectif, tenter de convaincre le président malien de signer l'accord de principe. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Dans cette demi-heure d'information, un dossier consacré à l'amélioration du système de financement des économies nationales des États membres. Ce dossier dans une quinzaine de minutes. Direction le palais présidentiel où s'est tenu ce jeudi un conseil des ministres. Ce conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi et de décrets. Le compte-rendu de Viviane Agnimin. 1 heure, c'est le temps relativement court qu'a duré le Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi matin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil a tout de même examiné et adopté plusieurs projets de loi et décrets. À ce titre, un nouveau délai de 10 ans vient d'être accordé aux propriétaires de terres rurales pour l'établissement de titres de propriété. Par ailleurs, le gouvernement va entreprendre une large sensibilisation pour alerter la population sur les dangers liés à la consommation des poissons morts abondamment ces jours-ci dans la lagune du côté de Dabou-Jacquesville. Des enquêtes ont été faites qui ont permis plus ou moins d'expliquer la nature de ce phénomène, mais ce qui est important, c'est les actions qui sont menées, les actions de sensibilisation vers les populations surtout, en insistant sur le caractère toxique des poissons qui malheureusement sont morts dans ces conditions et par la suite ont été mis sur le marché. Donc bien insister auprès des populations sur le fait que ces poissons sont dangereux pour la consommation humaine. Évidemment, tous les stocks qui sont saisis vont être détruits. Et d'autres mesures sont prises pour analyser plus en profondeur donc, les causes de ce phénomène. Dans l'intervalle, la pêche est suspendue dans les zones concernées. Une surveillance sera faite par les services de police et de gendarmerie. Et évidemment, une évaluation sera faite par le gouvernement sur l'impact de ce phénomène, premièrement, et de l'arrêt de l'activité de pêche sur les communautés qui sont concernées. Sur les rumeurs infondées de rafles qui seraient opérées ces jours-ci par la police dans la ville d'Abidjan, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que des enquêtes sont menées actuellement pour identifier les auteurs de telles rumeurs qui visent à créer un climat de peur au sein de la population. La police nationale dément cette rumeur. Les autorités policières rassurent et invitent les populations à vaquer à leurs occupations. Notre reporter Mamadou Kouassi a recueilli quelques réactions sur le terrain. Plateau d'Okuyi, dans la commune de Cocody. Ici, l'on se souvient encore de la nuit du mardi 11 juin au mercredi 12 juin 2013. Ils envoyaient des messages soit disant que il y avait couvre-feu à 22h. Ils allaient rafler tout le monde à 22h. Pièce ou pas pièce, on te prend. Ça nous pénalise parce que quand c'est comme ça, les clients ils rentrent, rien ne marche et les enfants souffrent. C'est obligé de dire à nos clients d'entrer à la maison pour éviter d'avoir des problèmes, quoi. Donc on a fermé à 21h30 ici au niveau de la poste. Ça nous a empêché même d'avoir notre recette. Donc, si ça continue comme ça, c'est pas bon. On a vécu des situations déjà très difficiles et avec cette psychose-là, l'Ivoirien même chez lui, il a peur. Arrêtez de divulguer ces fausses rumeurs. Le directeur général de la police nationale rassure. Il invite les populations à collaborer et à vaquer librement à leurs occupations. Il y a 3 numéros qui sont mis à disposition. Il y a le 110, le 111 et le 170. Si d'aventure, vous voyez quelqu'un qui pose des actes de ce genre, appelez à ces numéros-là. Je rassure pour dire que la rumeur, elle est fausse. Nous n'avons pas initié des opérations sur tout l'étendue
du territoire ivoirien. Tous ceux qui font des messages dans ce sens, si on les interpelle, ils seront mis à la disposition du procureur de la République pour que le droit soit dit. L'identification des numéros téléphoniques devrait permettre à la police nationale de remonter aux sources des SMS qui créent la psychose au sein des populations. L'armée ivoirienne va se doter d'une charte d'éthique et de déontologie militaire. La validation de ce projet était au centre d'un atelier ouvert ce matin en présence du ministre en charge de la Défense. Le point avec Léon Brou. C'est par un arrêté ministériel en date du 24 décembre 2012, selon le général de division Mathias Doué, président du comité scientifique, que le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a créé et organisé le groupe de travail chargé de proposer une charte d'éthique et un code de déontologie du militaire. Le but visé étant d'instaurer un nouvel état d'esprit dans les armées. Le président du comité d'organisation, le général de division Tani Eweni, a indiqué qu'au travers de ce projet, il s'agit de traiter la dimension humaine de la reconstruction de l'outil de défense de la Côte d'Ivoire en façonnant le militaire nouveau. Le général Tani s'est réjoui de ce que les anciens officiers généraux aient été associés à l'élaboration de ce projet de test par le ministre en charge de la Défense. En saluant les membres des différents organes du groupe de travail pour la qualité du travail abattu en moins de 6 mois, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné le sens de ces assises. Les crises successives vécues par la Côte d'Ivoire ont fini par fragiliser l'armée. Il ne se passe de jour sans que nous soyons alertés ou que nous soient rapportés des comportements déviants de militaires. Devant ce tableau, le président de la République a donc demandé qu'il soit préparé et élaboré un code d'éthique et de déontologie, dont l'objectif essentiel est d'inculquer aux militaires l'esprit de discipline, l'esprit républicain. Il est bon de noter que c'est la toute première fois qu'une charte d'éthique et un code de déontologie sont élaborés dans l'histoire militaire de la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, était à Dakar, au Sénégal, dans le cadre de la coopération parlementaire sous-régionale. Et l'un des temps forts de ce déplacement a été sa distinction dans la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite sénégalais par le président Macky Sall. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Victorine Yao Yoboué. Guillaume Kigbafori Soro fait Grand Croix dans l'ordre du mérite sénégalais. Distinction reçue des mains du président de la République sénégalaise, Macky Sall. Le dernier à avoir reçu cette médaille est le président de l'Assemblée nationale de France, Claude Bartolone, à Paris. Cette distinction du président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, vient une fois de plus montrer les liens d'amitié entre son pays et le Sénégal. C'est la toute première fois qu'en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, je suis ainsi décoré. Et vous comprendrez que je sois encore ému de cette grande marque d'amitié, de cette grande marque de fraternité qu'on me témoigne ainsi. Donc je n'ai pas de mots pour remercier le président Macky Sall, que je tiens à préciser que je l'ai connu depuis bien longtemps, quand nous étions dans des fonctions antérieures. Et j'ai retrouvé un homme d'État, un grand homme d'État, avec beaucoup de simplicité, d'humilité. Et je suis impressionné par cette audience qu'il nous a accordée. Le président Moustapha Niasse et moi-même avons fait le point des travaux que nos deux institutions ont eu à réaliser. Non seulement le président s'en est fortement réjoui, il nous a encouragés à maintenir ce type de rencontre entre les deux institutions et il a adhéré pleinement à la convention de coopération que le président Moustapha Niasse et moi-même allons signer. Il a demandé que nous fassions en sorte qu'en Côte d'Ivoire, la paix continue d'être une réalité. Il nous a encouragés et exhortés
à aller dans le sens de la réconciliation entre toutes les filles et fils de ce pays. Cette visite officielle des parlementaires de Côte d'Ivoire au Sénégal marque assurément une nouvelle ère de coopération entre ces deux pays de l'espace UEMOA. Des opérateurs économiques du secteur des banques basés en Afrique du Sud s'intéressent aux opportunités d'affaires qu'offre notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces opérateurs veulent donc investir. Ils l'ont signifié au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au cours d'une audience à la primature. Léon Bro. Le groupe HSBC intéressé par l'Afrique francophone. Sa première destination, la Côte d'Ivoire, pour la place stratégique de ce pays dans la sous-région. La délégation de ce groupe de banques l'a exprimé au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce matin lors de l'audience pour examiner les offres d'investissement de la multinationale en Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de plusieurs projets d'infrastructure, les routes, les chemins de fer, l'énergie principalement. Nous allons revenir vers lui avec certaines propositions. Premier groupe mondial de banques, le groupe HSBC est présent en Afrique subsaharienne depuis plusieurs années avec une participation chiffrée à des centaines de milliards de francs CFA. Sa représentation est basée en Afrique du Sud. Autre actualité, le premier congrès africain du palmier à huile, ouvert le lundi dernier, a pris fin ce jeudi. Ce congrès avait pour thème « Huile de palme, enjeux et perspectives de développement en Afrique et dans le monde ». Nous vous proposons les temps forts de la cérémonie de clôture avec notre reporter Noël Niagno. C'est fini. Le premier congrès sur le palmier à huile a clos ses portes. 400 participants ressortissant de 26 pays de 4 continents se sont solidarisés 3 jours durant sur toutes les problématiques de l'huile de palme. Acte majeur de cette rencontre, la déclaration d'Abidjan. Elle est paraphée pour ce départ par 7 pays d'Afrique à travers leurs ministres ou les représentants de ministres. L'Indonésie, premier pays producteur, l'AIPH, Association ivoirienne des planteurs de palmiers à huile, sont également signataires de cette déclaration d'Abidjan. Leur préoccupation, capitaliser les acquis, poser les fondements d'une plateforme de mutualisation des efforts, tout cela parce que le palmier à huile, son huile, ont une importance socio-économique et une vertu. Grâce aux variétés à haut rendement, le palmier à huile peut se développer sur des jachères, évitant ainsi la destruction des forêts primaires. En outre, sa culture est moins exigeante en produits agrochimiques. Sur le plan social, la culture du palmier à huile est pourvoyeuse d'emplois stables et constitue une source de revenus réguliers pour le producteur. Quant à l'huile de palme, elle présente de nombreux avantages. Elle n'est pas nocive pour la santé, mais contient plutôt de façon naturelle des protéines précurseurs de certaines vitamines. Son utilisation variée dans nos habitudes culinaires comme ingrédient d'une multitude de produits agroalimentaires en fait un produit qui contribue à assurer la sécurité alimentaire. En décembre prochain se tiendra à Yamoussoukro le premier congrès constitutif de l'Alliance pour le palmier à huile. D'ici à là, le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire va assurer le parrainage politique. Guy-Alain Gauze, la présidence du groupe de liaison stratégique, quand le secrétariat de ce groupe est l'affaire de l'AIPH, Association ivoirienne des planteurs de palmiers à huile. Après la cérémonie de clôture, notre reporter sur place a recueilli quelques avis. Il s'agit des participants à ce congrès qui ont estimé que ce premier congrès africain du palmier à huile a été tout simplement riche en enseignements. Nous les écoutons. Le premier, c'est un enseignement politique. Il était temps que l'Afrique, qui partage le bénéfice de cette culture, le palmier à huile, avec l'Amérique latine et l'Asie, se prennent en charge pour le destin de cette culture. La deuxième chose qui est importante pour moi, c'est la connaissance. Vous savez, on peut avoir quelque chose, mais ne pas être capable de connaître cette chose de fond en comble. Et je pense que les exposés que nous avons eus au plan technique, au plan scientifique, y compris l'impact environnemental, sanitaire et autres, sont des choses qui, pour nous les politiques, participent d'une prise en compte de tous ces aspects pour mieux bâtir les politiques.
Et troisièmement, je pense que dans un monde aussi concurrentiel que le nôtre, nous avons besoin d'un espace d'échange pour qu'il soit possible à partir de maintenant de donner une direction pour la prise en compte du grand potentiel, mais aussi de notre capacité d'entente au moment où l'Afrique est en train de quitter le statut de problème du monde pour devenir le centre de la productivité mondiale. Nous allons signer des accords. Il y aura des institutions qui vont prendre en compte tous les problèmes liés au palmier, de la pépinière à la récolte, même la commercialisation. Donc c'est vraiment, ça vient renouer les Africains, parce qu'il faut se donner la main pour ne pas donner raison aux gens qui dénigrent l'huile. Et toujours dans le domaine agricole, le Fonds du développement EVA va aider cette année plus de 13 000 planteurs à acquérir des plants grâce à des subventions mises à leur disposition. Ce Fonds du développement, il faut le savoir, a été créé par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel. Victorine Yaouyoboué pour en savoir davantage. L'opération est à la fois nouvelle et particulièrement intéressante. La réalisation de pépinières de bananiers par des pépiniéristes d'EVA. Dans le département de Grand Laou, sur les terres du village de Dongbo, Kazmi Lakpa est un pionnier de l'association des cultures. En réalité, ici, c'est un site de production de pépinières d'EVA. Maintenant, la banane, c'est une expérience que nous avons commencé depuis quelques temps. Pour le moment, ça se passe très bien. Ce producteur de semences d'EVA, avec le clin d'œil qu'il fait désormais à la culture de bananier, se donne les moyens du succès. Sur mon site, j'utilise 20 travailleurs avec un chef d'équipe. Et puis, j'ai 150 à 200 travailleurs contractuels, qui sont généralement des femmes. Avec la banane, j'ai ajouté 5 personnes, 5 permanents, qui s'occupent uniquement de la banane. Ce programme de culture associée EVA Banane est le fruit d'un partenariat entre l'association des professionnels du caoutchouc naturel APROMAC à travers son fonds de développement EVA FDH et le WAP en vue de garantir la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Le WAP finance la production de raisin de banane, mais elle n'a pas un réseau installé. Donc nous on a dit, bon, on vous offre notre réseau de pépiniéristes parce qu'ils savent déjà produire en système irrigué, donc très rapidement, ils peuvent produire les raisins de banane de façon plus rapide. Le planteur d'EVA qui vient pour acheter ses plants, automatiquement, il a sur le même site des raisins de banane dont il a besoin aussi pour aller mettre en association de ces EVA. La PROMAC, à travers le FDH, sa structure de promotion de l'EVA culture, veut s'engager par ce genre d'action dans de nobles combats. La lutte contre la pauvreté et la bataille pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Demain, vendredi 14 juin, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du don de sang. Cette édition 2013 a pour thème « Le don de sang, un cadeau qui sauve des vies ». Le gouvernement ivoirien a saisi cette opportunité pour rendre hommage aux donneurs de sang. Cette journée mondiale des donneurs de sang célébrée chaque année a pour but de sensibiliser aux besoins en sang, mais surtout de bonne qualité pour la transfusion. Delphine Bla. Pour manque de sang, Kaoka a perdu la vie. Sylviano, lui, est en quête de sang depuis plusieurs jours. Le sang, un liquide précieux, rare, et pourtant un cadeau de sang sauve des vies. Cette journée internationale autour du thème « Le don de sang, un cadeau qui sauve des vies », elle est également une opportunité pour rendre hommage à des millions de donneurs bénévoles et sensibiliser l'ensemble des populations à développer la culture du don de sang. La Côte d'Ivoire, grâce à des efforts conjugués avec des organisations nationales et internationales, enregistre d'importants progrès dans la fourniture et la sécurisation du sang. De 20 000 poches de sang en 1990, le pays est passé à plus de 120 000 fin 2012. Mais les défis à relever restent encore importants. Les exigences et standards de l'OMS font obligation pour une autosuffisance en sang de prélever au moins 1% de la population. Le gouvernement s'engage à ouvrir dans les mois à venir, en plus
De la vingtaine de centres et d'antennes qui existent déjà, 5 nouvelles antennes de Centre national de transfusion sanguine à Bondoukou, Odiéné, Séguéla, Daoukro et Guiglo. Un site de prélèvement situé à Port-Boué et un laboratoire au centre de transfusion sanguine de Yamoussoukro. Des dispositions sont également envisagées afin de faciliter la lutte contre le phénomène de trafic du sang qui expose nos concitoyens à des risques sanitaires graves. Le trafic de sang, un phénomène à l'origine de plusieurs décès. Le souhait des populations qui ignorent le circuit du sang depuis la prise jusqu'à la vente est de disposer de ce liquide précieux en tout temps et en tout lieu. Elle s'interroge. Pourquoi le sang coûte cher dans les cliniques quand il est donné gratuitement? Le projet de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingéville entre dans sa phase d'exécution le 29 juin prochain. L'annonce a été faite par les responsables de la Fondation Children of Africa. La construction de cet hôpital mère-enfant va coûter 6 milliards de francs CFA, nous dit notre reporter Francis Boifo. Sur ce site sera construit l'hôpital mère-enfant de Bingéville. Les bâtiments de l'établissement sanitaire vont occuper 11 500 m² sur les 30 000 gracieusement offerts par les populations de Bingéville. La directrice de la Fondation Children of Africa Côte d'Ivoire annonce le début des travaux pour le 29 juin 2013. Nadine Sangaré ajoute que 70% des 6 milliards de francs CFA recherchés pour le financement des travaux ont été mobilisés. 70% des ressources, donc 4 milliards 200. Donc il nous reste 1 milliard 800 à mobiliser. Nous avons des promesses de dons. La construction des bâtiments terminée, d'autres fonds seront mobilisés pour les équiper. Les responsables de la Fondation Children of Africa ambitionnent de faire de l'hôpital mère-enfant de Bingéville une référence dans la sous-région. Vous aurez toutes les activités de pédiatrie, telles la dermatologie, l'ophtalmologie, l'ORL que vous aurez. Mais on a dit qu'il y aura une unité de cardiologie pédiatrique qui permettra de prendre en charge les interventions chirurgicales jusque-là conduites en grande partie à l'extérieur du pays. Et vous aurez aussi la gynécologie et l'obstétrique dans toutes leurs composantes. Mais ici, la spécialité, c'est qu'on est en train d'initier l'assistante médicale à la procréation. C'est une médecine de pointe qu'on veut mettre en place à ce niveau. Et pour les enfants, toujours, les enfants et les personnes adultes qui souffrent de pathologies hématologiques telles la drépanocytose, nous aurons une unité thérapeutique transfusionnelle avec l'appui du Centre national de transfusion sanguine. La spécificité de cet hôpital sera bâtie autour de la qualité de la prestation, sur un plateau technique vraiment ultra moderne. Le projet de construction de l'hôpital mère-enfant de Bingéville a été initié en 2012 par la première dame, Madame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa. À travers ce projet, la première dame entend montrer tout l'intérêt qu'elle accorde à la santé des populations et aux actions sociales, surtout qu'il est prévu la prise en charge des patients indigents par l'établissement sanitaire. De la politique à présent, l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a organisé un séminaire au cours duquel le secrétaire général par intérim, Albert Flindé, a appelé les militants de son parti à se mobiliser autour des projets du parti l'UDPCI. Doigt de laser. Le parti arc-en-ciel, UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, est en séminaire ce jeudi 13 juin 2013. Les membres des organes du secrétariat général sont réunis en vue d'élaborer un programme d'activité et préparer les échéances électorales à venir. Selon Albert Flindé, secrétaire général par intérim de l'UDPCI, l'heure est à la mobilisation pour la victoire du parti en 2015. Nonobstant tous les engagements, nonobstant toutes les alliances, en tant que parti politique, notre objectif reste le même. Mettre les militantes et les militants de l'UDPCI en ordre de bataille pour toutes les échéances de 2015, 2016, 2017. Nous sommes une organisation politique et l'organisation politique vise la prise du pouvoir d'État pour l'exercer.
Aux élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire, l'Union pour la démocratie et la paix, UDPCI, avait obtenu 3% du suffrage des Ivoiriens. La présidentielle de 2015 reste donc un défi à relever pour le parti UDPCI. Les banques sont au banc des accusés quand il est question du financement des entreprises. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris récemment des dispositions pour booster le financement de l'économie. La Banque centrale a même initié le 23 mai dernier à son siège à Dakar une réunion de sensibilisation à l'endroit du système bancaire ouest-africain. Ces mesures sont-elles efficacement appliquées? Quelles sont les contraintes à relever par chaque partie? Que peut attendre la population? Le dossier de la rédaction avec Adama Kone. Opérateurs économiques et particuliers ne sont pas tendres quand il s'agit d'apprécier les services de crédit du système bancaire ouest-africain. Les exigences bancaires en matière de documents empêchent certaines petites et moyennes entreprises d'obtenir de financement souhaité. Ensuite, le taux d'intérêt qui est très élevé, les AGO. La réglementation bancaire en vigueur ne favorise pas le plein épanouissement des petites et moyennes entreprises en matière d'obtention de financement. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est les conditions difficiles. Conditions difficiles, on parlerait de quoi? De caution demandée par les banques, les hypothèques aussi sollicitées par les banques avant de pouvoir, n'est-ce pas, octroyer les crédits à la population. Donc je pense que l'État et les banques sont gérés à trouver un mécanisme un peu plus souple pour permettre aux PME, aux particuliers de bénéficier des prêts. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout vraiment facile. C'est pas du tout français. Moi, je ne comprends pas trop la politique des banquiers, mais pour octroyer, pour avoir les garanties concernant les prêts, les particuliers en souffrent beaucoup. Il y a même un grand frère qui me disait la dernière fois que lui, ce n'est même plus la peine. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest se dit déterminée à changer ses appréciations. La BCEAO veut donner un coup d'accélérateur au mécanisme de financement de l'économie. Sur sa table, de nouvelles mesures en attente d'application. Le fonds de garantie pour protéger les petits épargnants, la réduction des taux sur l'épargne et le bureau d'information du crédit. Le bureau d'information du crédit est un système centralisé d'information et d'analyse de risques sur les personnes physiques et morales. Il donnera l'historique bancaire d'un client de sorte à faciliter la décision d'octroi de crédit par la banque. Mais déjà, depuis janvier 2013, la baisse du ratio de transformation est une réalité, donnant aux banques un peu plus de moyens pour financer les crédits à long terme. Les présidents des APBF ont pris note de la nécessité pour les établissements de crédit de tirer le meilleur parti des capacités accrues de financement dégagées par la décision du Conseil des ministres dans le respect continu des normes prudentielles auxquelles ils sont soumis. Mieux, les taux directeurs enregistrent une baisse, mais dans les banques, l'impact n'est pas totalement perceptible. Lorsque nous baissons les taux, nous estimons que ces taux doivent être répercutés sur les taux faits à la clientèle. Parce qu'il s'agit tout simplement de créer des conditions d'un financement beaucoup plus important en abaissant les taux et en permettant aux uns et aux autres d'accéder au crédit bancaire. Il est évident que les banques, puisque les ressources qu'elles ont auprès de la Banque centrale baissent du point de vue prix, il est évident qu'elles doivent pouvoir faire également la même chose pour leurs clients. Mais ça se passe dans des conditions d'exploitation de ces banques et la Banque centrale ne peut pas dire de façon bien précise voilà ce qu'il faut faire, mais nous savons la direction dans laquelle ils vont. Mais les banques ont leurs préoccupations et je pense qu'il faut leur poser la question pour savoir comment elles font pour que justement cette baisse-là puisse être répercutée à la clientèle. Les banquiers réunis récemment à Dakar par la BCEAO, eux, s'expliquent autrement. C'est disparate parce que vous savez que sur chaque place, la Banque centrale ne régule pas, je dirais, le taux
si ce n'est pas par des mécanismes au niveau des taux directeurs. Mais le reste se fait par le marché. Sauf que le marché qui est libre. Donc c'est sur cette base-là que la concurrence s'installe et c'est la concurrence qui permettra en ce moment-là de définir donc les différents taux. Le taux directeur n'est que l'un des déterminants, d'accord, liés à la politique monétaire concernant les déterminants du taux de bancaire. On a le point concernant les primes de risque par rapport à l'environnement juridique dans lequel nous sommes. Il y a le point lié à l'asymétrie d'information qui existe également dans nos différents pays et également le coût lié aux infrastructures, au coût de structures que nous avons au niveau des établissements. Donc c'est plusieurs facteurs en fait qui permettent de déterminer le taux d'intérêt en fait appliqué par les banques. Mais il est clair que on a aujourd'hui, je veux dire, sur des périodes courtes, la possibilité de se refinancer à des taux plus intéressants. Comme je l'ai indiqué dans nos marchés, sur des contreparties qui sont fiables, qui présentent un profil de risque intéressant, des taux d'intérêt défiant toute concurrence sont faits sur la Côte d'Ivoire. Mais il est clair que des efforts doivent se poursuivre. Le souhait des entreprises et des particuliers est qu'entre ces dispositions au sommet et la réalité au guichet des banques, ils y trouvent leur compte. Voilà, c'était le dossier du 20h. Comme annoncé dans les titres, au Mali, les médiateurs qui travaillent à un cessez-le-feu entre le gouvernement malien et les rebelles Touaregs ont quitté Ouagadougou hier pour Bamako. Objectif, convaincre le président malien de signer l'accord de principe. Voilà. Et puis, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.